Et on va donc partout mettre des possibilités d'en appeler pour réviser ces éventuelles erreurs-là. On met aussi des mécanismes d'appel dans nos systèmes de droit pour s'assurer l'uniformité des décisions, s'assurer qu'un cas X, on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'il va produire la décision Y, puis que chaque cas qui va ressembler à X va produire une décision qui va ressembler à Y. Ce qui n'est vraiment pas le cas actuellement. Il y a des exemples de commissaires qui sont devant l'agence qui étudient des demandes. Et là, on va avoir, j'ai dit l'agence, mais je voulais dire la commission, vous aurez compris, Mme la Présidente. Donc, on a eu le cas de jumeaux, de frères qui viennent d'un pays. Leur demande est étudiée par deux commissaires différents. Il y a deux décisions complètement différentes. C'est les mêmes cas, là. C'est des frères, ils ont vécu ensemble, mais ont vécu la même chose. Puis il y en a un qui décide, un commissaire qui décide une chose, un commissaire qui décide une autre chose. On voit qu'il y a un manque de cohérence là. Et s'il y avait eu une section d'appel, on aurait pu déterminer quel commissaire a eu tort et quel commissaire s'est trompé. Et en ayant un mécanisme d'appel, on permet, dans nos systèmes juridiques, d'exercer un certain contrôle ou monitoring sur les décisions qui sont rendues aux étapes inférieures et ainsi essayer d'éviter l'arbitraire. On a eu des cas de commissaires qui ont rejeté à peu près 98 des demandes qui sont devant eux et d'autres qui ont accepté à peu près toutes les demandes qui sont devant eux. Et moi, je vous dis, Madame la Présidente, imaginez-vous que vous vous présentez devant un tribunal, quel qu'il soit, un jour, et on vous dit avant de commencer, vous savez, le juge, là, bien, il condamne 98 des personnes qui se présentent devant lui. Vous allez dire, ça, c'est pas de la justice, c'est une mascarade, vous savez que les dés sont pipés. Alors, si on a une section d'appel, puis qu'un commissaire ou un juge dans un système judiciaire classique se fait rejeter toutes ses décisions en appel, à un moment donné, le juge en chef va dire « Hey, le grand, il y a quelque chose que tu ne fais pas correct, toutes tes décisions sont cassées. » Et donc, c'est la même chose pour la CISR, où la possibilité d'avoir un appel permet de s'assurer que quand quelqu'un, en première instance, rend une décision, il est obligé de s'arrêter puis de se dire « Ouais, je vais rendre une décision, puis la personne peut en appeler, il faut que je réfléchisse. Est-ce que j'ai des bonnes chances que ma décision soit maintenue ou elle risque systématiquement d'être contestée? » Alors, il n'y a pas ça présentement dans la loi. Je sais qu'on a eu des discussions assez intenses, entre autres avec le ministre, sur les possibilités d'appel qui sont dans la loi actuellement. Il n'y en a pas. Je l'ai toujours dit, je le maintiens encore aujourd'hui. Il y a bien sûr des mécanismes de contournement, dont la possibilité de faire une demande de révision judiciaire en Cour fédérale. Très peu de demandes sont acceptées et dans tous les cas, on ne fait qu'étudier l'aspect procédural de la demande et jamais quelqu'un peut faire une demande de révision sur le fond. Par exemple, si un commissaire dit « Je ne crois pas à votre histoire, vous n'êtes pas crédible », il n'y a aucun cas qu'on peut recenser où la Cour fédérale aurait dit « Moi, au contraire, je trouve que l'histoire, monsieur, est crédible, donc je vais accepter sa demande ». Il existe les cas de l'examen des risques avant renvoi. Encore une fois, une procédure qui ne s'applique que très rarement. En fait, seulement 2 des demandes sont acceptées, qui implique nécessairement des faits nouveaux depuis l'enquête initiale, c'est-à-dire la comparution initiale, et donc qui ne sont pas véritablement un mécanisme d'appel. Même chose pour la demande de résidence permanente pour motif humanitaire, qui n'est pas un mécanisme d'appel, que certains se servent pour essayer de se donner une deuxième chance de se rattraper s'ils estiment être victimes d'une erreur en première instance, mais ce n'est pas traité en fonction de la définition du statut de réfugié tel que adopté par les conventions appuyées par le Canada. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour parler de cette section d'appel-là parce que, à mon sens, il y a là quelque chose de fondamental en termes de justice naturelle auquel on ne peut pas passer à côté. Et le problème avec le projet de loi qui est devant nous, c'est cette exemption-là pour les pays dits sûrs, où on dit, le ministre nous dit, ben, on pourra, je confectionnerai une liste dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants, et les gens qui seront en provenance de ces pays-là, considérés, dits sûrs, n'auront pas accès à la section d'appel des réfugiés. Donc, finalement, on a fait un pas en avant dans la loi
en mettant en vigueur la section d'appel, même en la bonifiant, soyons francs, soyons honnêtes à certains égards, entre autres en ce qui a trait à la possibilité d'y amener des nouvelles preuves, de témoigner à nouveau. Mais malgré tout, il y aura toute une partie des demandeurs qui n'y auront pas accès. À mon avis, c'est une erreur. Premièrement, en termes d'égalité des droits, la plus fondamentale, on ne devrait pas traiter les gens différemment en fonction du pays dont ils sont originaires. Ça me semble évident. Si vous allez en cours pour des décisions beaucoup moins importantes que celles qui pourraient potentiellement vous renvoyer vers la torture, la mort, la persécution, on ne prend pas en compte votre lieu d'origine. Si vous avez une chicane de clôture avec votre voisin, jamais on va vous dire si vous êtes originaire du pays X, vous n'aurez pas le droit d'appeler de votre chicane de clôture avec votre voisin. On va traiter tous les gens sur le même pied d'égalité, peu importe le pays dont ils sont originaires. Et donc, on ne voit pas pourquoi il y aurait cette distinction-là pour ce qui est des réfugiés. Et ce n'est pas nécessaire. Le projet de loi prévoit déjà une accélération de la procédure, entre autres avec la suspension pour 1 an de la possibilité pour une personne de demander un examen des risques avant renvoi, ça s'appelle l'ERAR, une demande de permis de séjour temporaire, une demande de résidence permanente pour motif humanitaire. Donc, il y a déjà des options qui s'offraient aux réfugiés qui sont éliminées dans la loi actuellement. On ne pense pas que c'est nécessaire d'aller si loin que de l'enlever, la section d'appel pour les pays sûrs. Petit mot en passant sur la question des délais qui me préoccupe particulièrement. Les délais ne sont pas inscrits dans le projet de loi. On imagine qu'ils seront dans les règlements. Il semble que le ministre a l'intention de les porter à 8 jours, la période à partir du moment où on fait la demande de statut de réfugié et le moment où on rencontre un agent de la CISR qui nous aidera à rédiger notre demande. Bien que, de façon générale, ce soit, comme je l'ai dit, plutôt une bonne chose d'accélérer la procédure, je pense que dans certains cas, ça peut être problématique et qu'une personne qui a été persécutée, qui nous vient d'un autre pays, qui peut avoir été violée à plusieurs reprises, arrive au pays, là, on lui dit, là, tu as 1 semaine pour nous conter toute ton histoire. Bien des psychologues vous diront qu'on peut travailler des mois avec une victime de viol, par exemple, avant qu'elle commence à nous conter son histoire. Il faudrait peut-être prévoir des mécanismes pour corriger ça, là. Surtout que cette interview-là va être réutilisée plus tard lors de l'audience et éventuellement de l'appel pour essayer de discréditer la personne en disant « Pourquoi vous ne nous avez pas dit ça lors de l'entrevue initiale? » Alors, il faudra s'assurer que lors de cette entrevue-là, la personne soit dans un état psychologique qui lui permet de véritablement raconter son histoire. Même chose pour le délai de comparution qui est de 60 jours. Tant mieux si les demandeurs qui sont prêts peuvent bénéficier d'un délai rapide. Par contre, dans certains cas, l'obtention de la preuve, tout simplement, de documents qui peuvent être à l'autre bout du monde, ça peut être extrêmement difficile. Vous savez, il y a des endroits dans le monde où juste poster un document, ça prend 2 semaines, ça rentre 2 semaines à revenir. Vous avez déjà fait 1 mois. Il vous reste juste 30 jours pour préparer une cause, par exemple, à un avocat. Ça laisse très peu de temps. Finalement, j'aimerais souligner mon extrêmement grande préoccupation sur le fait que beaucoup de la mise en œuvre de cette réforme-là va se faire par réglementation, donc qui échappera complètement à ce Parlement. La question des délais dont j'ai parlé, de la définition des pays dits sûrs, du programme de retour volontaire dont je n'ai pas eu le temps de parler, et ainsi de suite. On a vu des cas encore hier dans l'actualité où une dame enceinte, malade, est enfermée dans une prison en attendant d'éventuellement être expulsée. On voit des fois un manque de compassion humanitaire de la part de ce gouvernement-là. On a beaucoup de réticence, vous comprendrez, à donner carte blanche. Et c'est pour ça qu'on demande au ministre de nous remettre l'ensemble des réglementations avant qu'on procède à l'étude article par article en comité, pour qu'au moment où on vote la loi, qu'on sache à tout le moins quel est l'état initial de la réglementation.
Donc, voilà, Madame la Présidente, ça va me faire plaisir de répondre aux questions de mes collègues.